Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que le volume est bon? Hello, est-ce que le volume est bon? Est-ce que vous me recevez? Rien du tout. Téléphone. Ok, d'accord. Euh, alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Bienvenue dans ce nouveau Meet. Alors, depuis quelques semaines, on parle de design system. Je vais me tromper encore de terme. Voilà, on parle de design system, tout ça. Voilà, on a déjà. Attends, c'est design system et système design. On parle de système design. Voilà. Euh, on a vu on a fait quelques essais en back-end. Donc, on a voulu faire de même avec le front. Comme vous le savez, le front-end d'aujourd'hui, ce n'est plus comme le front-end il y a 10 ans, il y a 15 ans. Donc, beaucoup de choses ont changé. Donc, on va essayer de voir avec notre invité comment, voilà, on peut faire aussi du système design côté front-end. Qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'il faut connaître, comment ça peut nous aider à mieux structurer en fait, notre code côté front-end pour avoir des applications robustes. Alors, sans plus tarder, moi, vous me connaissez déjà, c'est Jacob Gomez. Voilà, je suis modérateur de cette séance. Donc, notre invité, c'est voilà, Epondor, donc il va nous aider à pouvoir comprendre un peu le système design. Voilà, en front-end. Allez, Epondor, si tu es là, tu peux déjà nous faire un coucou, te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, et on va commencer. Ok, bonsoir à tous. Merci beaucoup, Kojanda. Euh, Moi, c'est Epondor Tanda. Fredao, c'est Allô, on ne te reçoit plus. Allô? Epondor, on t'a perdu, en fait. Allô, Epondor, est-ce que vous le recevez de votre côté? Vous le recevez? Wow. Non, on ne le reçoit pas. On ne le reçoit pas. Ah, ok, d'accord. Apparemment, il y a un souci de connexion. Ok, d'accord, super. Bon, on va attendre qu'il règle son problème. Allô, Epondor? Je pense qu'il a un souci de connexion. On va attendre qu'il revienne rapidement. Alors, peut-être avant qu'il ne revienne, on va peut-être faire un petit sondage rapidement pour faire l'état des lieux. Qui sont ceux qui sont développeurs front-end dans le chat? Vous pouvez faire un pouce, je vais voir. Mais vous pouvez lever la main, c'est beaucoup plus simple. Donc, on a un seul développeur front-end. Vous pouvez lever la main, en fait. Là, on peut compter, quoi. C'est plus simple. OK. Donc, il y a Caramel, il y a Yacine. Je pense que c'est. Wow, on n'est pas nombreux, hein. Bah, si vous êtes full stack, bon. En tout cas, tous ceux qui font quand même du front-end. Et on a que de Caramel, Nathan, et puis. OK. Bon, en tout cas, bah, de ce que je vois, on n'est pas nombreux et tout. Donc, Edu, par exemple, n'est pas Fontaine, quoi.
Ok, c'est pas grave. Ok, super. Donc, déjà, on a déjà des fontaines dans le chat, c'est déjà intéressant. Donc, on va attendre qu'il revienne, qu'il nous dise un peu ce que lui pense du sujet. Déjà, avant ça, est-ce que quelqu'un a déjà architecturé ou bien quelqu'un connaît déjà, ou bien quelqu'un a déjà eu affaire avec, comment dire ça en termes beaucoup plus simples? Est-ce que quelqu'un a déjà manipulé, ou bien quelqu'un a déjà pris conscience qu'on peut faire des systèmes design en fontaine parmi vous? Ou bien quelqu'un a une expérience avec les systèmes design en fontaine? Ou bien qu'est-ce que vous comprenez par système design en fait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'essayer? Et bon, apparemment, on est tous venus pour découvrir. Ok, on va attendre notre cher ami qui se connecte. Ok, c'est bon, il est connecté. Allô, Epondor, Allô, ouais, tu peux te rendre. désolé, j'ai un petit problème de connexion. Ok, bienvenue à Cotonou, bienvenue au Bénin. Voilà. Ok. Donc, on va commencer. Je vais déjà partager mon écran pour qu'on Ouais, tu puisse peux te présenter, commencer. on n'a pas pu entendre ta présentation là rapidement. Tu peux me dire un peu Ok, ce que il tu fais, etc., etc. n'y a pas de problème. Donc, je disais, moi, c'est Epondor Fridaus Tonda. Je suis développeur web à OpenSea depuis 3 ans maintenant. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais du front-end, je fais du back-end, mais je me suis spécialisé dans le front-end. Donc, voilà. Je vais vous présenter aujourd'hui ce que c'est qu'un système design, mais axé niveau front-end. Voilà, c'est à peu près tout. Donc, si vous êtes d'accord, on peut commencer. Déjà, avant de commencer, je vais préciser quand même que, en fait, ça va être une présentation vraiment interactive. Donc, n'hésitez pas à parler dans le chat. Il y a le chat à côté, je vois. N'hésitez pas à poser des questions, des trucs comme ça. Il n'y a pas de problème. Le but aussi, c'est que tout le monde puisse apprendre quelque chose à la fin de la formation. Ça veut dire que ce soit un stagiaire qui vient de commencer, ou bien quelqu'un qui vient de quitter l'école, ou quelqu'un qui est dans le métier depuis longtemps, il faut que tout le monde puisse apprendre quelque chose au moins dans cette formation. Donc, je vais essayer d'expliquer les concepts euh, un peu compliqués avec des mots simples, sans pour autant trop expliquer pour que ça saoule les gens qui connaissent déjà. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci de Donc, penser à tout le monde. C'est très, très gentil. pardon? Merci, c'est très, très gentil. Donc, on va commencer. Déjà, le plan, ça va se faire en 2 étapes. Il y aura une étape purement théorique, on va parler, je vais vous montrer des exemples et tout ça. Et après, il y aura une partie pratique. Maintenant, c'est là, on va entrer dans le dur. Donc, pour la partie théorique, je vais juste faire passer des slides parce que, bon, pour une présentation, c'est obligatoire. Mais la partie qui, moi, m'intéresse le plus, c'est la partie vraiment théorique. Donc, je pense que je vais plus accorder d'énergie à cet endroit-là. Mais n'hésitez quand même pas si vous avez des questions à demander. Voilà. Donc, est-ce que dans le chat ou dans l'appel, il y a des gens qui savent déjà ce que c'est qu'un système design? Il y avait une présentation.
il y avait eu déjà des présentations sur le système design, mais c'était axé front-end. Donc, est-ce qu'il y a des gens dedans qui savent déjà ce que c'est? Si oui, vous pouvez lever la main, ouvrir votre micro et parler, il n'y a pas de problème. Sinon, on peut juste continuer. OK, je vais supposer que c'est un non. Donc, le système design, tout simplement, de façon ramassée, on va dire ça comme ça, c'est le processus de définition des éléments d'un système, ainsi que les interactions et relations, afin de satisfaire les exigences, un ensemble d'exigences spécifiées. Quand on dit ça comme euh, ça veut dire tout et en même temps rien. Mais en fait, ce que ça veut vraiment dire, c'est que c'est, il y a un problème, il y a un problème, on essaie de décomposer le problème en petits composants et de faire en sorte de mettre en relation ces petits composants-là. Maintenant, pour mettre en relation ces petits composants-là, il faut prendre en compte plusieurs facteurs. Il faut prendre en compte le, comment dire, la cible, le but, ce qui existe déjà, ce que nous on veut apporter maintenant, la maintenabilité sur le long terme. Il y a plein de trucs à prendre en compte. C'est pour ça que la plupart du temps, pour faire un système design, ce n'est pas un, un entrée level qui va le faire. Ce n'est pas quelqu'un qui vient de commencer qui va le faire. C'est quelqu'un qui a déjà fait ses preuves dans le milieu, qui est déjà assis dans le domaine. C'est lui qui va venir faire le système design. Parce qu'en fait, on dit système design front-end, mais en réalité, le système design, il n'y a pas vraiment de front-end, back-end. C'est juste pour les ingénieurs. Donc voilà. Celui qui fait le système design de, je sais pas, Google, il va pas commencer à réfléchir à, ah, je suis un développeur front-end, il faut que je me base sur le CSS. J'avais vu dans le groupe, quelqu'un parlait de centrer les divs ou un truc comme ça. C'est pas ça qu'il va dire, mais il va plutôt dire, on a un besoin, qu'est-ce qu'il faut pour aider le besoin, et c'est tout. Il faut qu'il ait des connaissances un petit peu de front-end, back-end, DevOps, tout ce que vous voulez, quoi. Voilà. Donc, un exemple de... Attendez, j'ai un petit bug avec ma souris. Avant aussi de continuer, je vais faire la différence entre système design et design system parce que pendant la semaine, il y a eu beaucoup de confusion. C'est vrai que c'est des thèmes qui se ressemblent. Système design, design system, c'est de l'anglais, donc ça veut dire complètement deux choses différentes. Le système design, en français, c'est conception de système. Or, le design system, en français, c'est système de conception. Et c'est pas du tout la même chose. Le système design, l'objectif du système design, c'est de concevoir l'architecture technique d'un système logiciel. Donc, celui que ça va intéresser le système design, c'est l'ingénieur logiciel, l'architecte logiciel. Alors que le design system, lui, ça, en fait, c'est plus quelque chose qui a rapport avec le design même. Déjà que c'est design system. Donc, ça va plus intéresser le UI, UX designer ou le développeur front-end, parce que c'est lui qui doit implémenter dans tous les cas. Donc, je comprends que ça porte à confusion, mais il y a une différence qui est très claire entre les deux. Euh, Voici même un tableau des différences. Le but pour le système design, c'est de construire l'architecture logicielle, alors que pour le design system, c'est assurer la cohérence. Le domaine, c'est back-end, front-end, alors que pour le design system, c'est le design, quoi. Voilà, c'est UX, UI, ce genre de choses. Euh, le, les exemples pour le système design, c'est par exemple ce qu'on a fait la dernière fois pour les systèmes design d'une appli backend. Et le design system, c'est par exemple Material Design Icon ou ce genre de choses, un design. Même Tailwind, CSS a un design system. Il y a aussi Flowbeat, ce genre de choses. Voilà, c'est le design system. Un système design va plus ressembler à un truc comme ça. Ah, c'est bien techos, bien, voilà. Or, un système design, ça va ressembler à un truc plus comme ça. Donc, c'est ça qui est pour le designer, c'est là qu'il y a le joli et tout ça. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, on peut continuer. Maintenant, on va voir les fondamentaux du système design même. Donc, je suppose que vous n'avez pas de questions.
On continue. Oui, moi, j'ai une question. Au fait, Vas-y. pourquoi cette notion, on n'en parle pas assez? Est-ce parce que c'est trop abstrait? Parce qu'on en parle plus côté back-end, parce que back-end, il y a beaucoup trop de logique là-bas. Certes, le front-end, c'est beaucoup plus complexifié avec le temps. On écrit de plus en plus d'algorithmes, on essaie de penser à des systèmes robustes, tout ça, pour proposer de très belles interfaces qui sont solides, qui sont fonctionnelles. Mais pourquoi on n'en parle pas assez? Ok, c'est une belle question. C'est comme ce que je disais en fait. En fait, on en parle, mais c'est juste que on axe ça plus. En fait, dans la tête de la majeure partie des gens, c'est le travail du back-end, quoi. Si je veux vous donner un exemple, lorsque vous voulez travailler sur une application, il y a un front-end, il y a un back-end, il y a un DevOps, si on veut. C'est le back-end qui va venir dire que, voilà, enfin, ce point-là, il sert à faire ceci, voilà comment tu dois interagir avec ça et tout ça. Alors qu'en réalité, c'est pas comme ça que ça doit se passer. En réalité, le back-end a ses besoins, le front-end a ses besoins. Ils discutent ensemble pour savoir, en fait, quelles sont les routes que je dois appeler, qu'est-ce que tu dois me renvoyer, qu'est-ce que je dois t'envoyer, ce genre de choses. Donc, en fait, on fait bien des systèmes design, mais c'est juste que on axe ça plus côté back-end. Enfin, la dernière fois qu'ils ont fait un système design, j'avais vu, bon, c'était clairement axé back-end, mais ils auraient pu quand même faire des petits trucs côté front-end, quoi. Mais non, ils ont omis de faire ça. Il y a aussi que dans notre écosystème ici, euh, le client, je trouve, et ça c'est mon avis personnel, le client n'est pas assez exigeant, dans le sens où si on fait une appli qui, je sais pas, crash toutes les 2 heures, bon, le Béninois ou bien l'Africain, ouest-africain va dire, OK, bon, c'est une application, c'est ça, c'est moi j'ai sous la main, je vais utiliser, il ne va pas se plaindre. Ce qui fait que du côté maintenant des entreprises ou de ceux qui doivent prendre des décisions, bon, je ne veux pas dire qualité forcément, mais ce n'est pas trop leur problème d'avoir une application qui est available à tout moment, ou bien ce n'est pas leur problème d'avoir une application qui est purement accessible, ce n'est pas leur problème d'avoir une application où, je ne sais pas, on rentre sur une page où tu vas avoir du vert sur du jaune, des trucs comme ça qui piquent les yeux, où les vieux ne peuvent pas rentrer dessus, ou alors une application où tu vas avoir des inputs, où il n'y a pas des autocomplètes, ce genre de choses. Ce n'est pas trop leur problème. Du coup, ça fait que enfin, celui qui prend la décision finale, enfin, celui qui a l'argent souvent, ne va pas trop se dire que il faut qu'on élabore un truc, machin, 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 machin. Voilà. Si vous partez dans d'autres cieux, en fait, si ton application n'est pas accessible, si ton application n'est pas bien designée, tu ne vends pas, c'est tout. Donc, c'est une question même d'argent. Donc, si à partir du moment où il y a l'argent qui rentre en compte, même les décisionnaires vont se dire qu'il faut faire ça correctement. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on n'en parle pas assez ici. J'espère que j'ai bien répondu à ta question. Oui, ça peut aller. OK. Donc, on peut continuer s'il n'y a pas d'autres questions. Voilà. Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Le système design, ça consiste juste à concevoir une architecture logicielle. Parce que oui, le design, enfin, le front-end, ce n'est pas comme le front-end avant, ce n'est pas du HTML, CSS, JavaScript. C'est un logiciel, il y a de la logique dedans. Il y a tout ce que, enfin, tout ce qu'un logiciel a, quoi. Ce n'est pas juste de l'HTML, CSS, de l'HTML, CSS, du JavaScript. Parce que souvent, j'ai même entendu ça aussi récemment, on va te dire que si tu veux faire un site, bon, tu vas faire quelques lignes HTML, CSS là pour que le site apparaisse. Ouais, c'est tout, quoi. Donc, en fait, si vous prenez par exemple des sites comme, je sais pas, ChatGPT, bien Google, Facebook, Messenger, ce genre de choses-là, ce n'est pas difficile à faire. La preuve, il y a des TD d'université où on te dit de faire des clones de Twitter, des clones de trucs. Ce pas des trucs qui sont impossibles à faire. Mais ce que toi, tu vas faire en pensant à tes 2 utilisateurs qui vont utiliser ton appli, c'est pas la même chose que un Meta va faire avec, je sais pas, 2 milliards d'utilisateurs par jour. C'est pas du tout la même chose. Donc, voilà, quoi. C'est pour ça que
système design, c'est important. Janda, vas-y. Bon, désolé, hein. Bon, si les gens Non, ne posent vas-y. pas de questions, moi, je vais poser mes questions. Bon, dans ce cas, par exemple, bon, je pense que tu as aussi voulu que ça soit interactif. Dans ce cas, par exemple, si le backend fait son architecture, il sait exactement les ressources dont il a besoin, la base de données dont il a besoin, il sait exactement comment me renvoyer les endpoints. Bon, on a aussi discuté un peu pour savoir les données à consommer. Moi, j'ai dit à la maquette, mais en réalité, ça ne me concerne plus au fait. Que ce soit 20 utilisateurs et 2 utilisateurs, j'ai dit à ma maquette, je sais comment intégrer, je sais côté front-end, comment il faut gérer, voilà, le caching, comment il faut gérer, voilà, comment il faut gérer le caching, comment il faut gérer, au fait, les données dynamiques, s'il faut le mettre dans le store, s'il faut le mettre dans le local storage. Enfin, j'ai quand même des politiques chez moi, au fait, qui me permettent quand même de pouvoir, en fait, enfin, travailler sur l'application, que ça soit 10, 20 utilisateurs. Et là encore, moi, je ne vois pas l'impact côté front-end. Parce que Ok, tout sera côté back-end, en fait. En quoi, ok. en fait, puisque le design est déjà là. Je ne sais pas si tu comprends un peu ma question. Je vois, non, je vois très bien. Je comprends très, très bien ta question. En fait, le back-end ne peut pas, c'est inconcevable que le back-end finisse son travail sans que le front-end n'ait fini son travail. À part si on est dans un contexte où, en fait, tu es, je sais pas, par exemple, Facebook a des API, des API externes que d'autres personnes utilisent. Discord a des API, Telegram a des API. Si tu es un développeur d'API de ce genre-là, les API qui ne vont pas être forcément, enfin, tu ne connais pas encore les front-end qui vont les développer, il n'y a pas de problème. Là, tu fais ton architecture, tu fais en sorte que ce soit scalable, tout ce que tu veux. Et enfin, là, ce n'est plus ton dos, ce que le développeur front-end va faire. Et les développeurs front-end aussi, de son côté, ce n'est plus son dos, ce que l'API va faire. Mais si on est dans un contexte où l'API que tu es en train de faire là, en fait, le système que tu es en train de faire là, l'API là, c'est pour le front-end là. C'est pas possible que le back-end finisse son travail, que le front-end, enfin, que le back-end finisse son travail, que le front-end n'est pas encore fini. Enfin, je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais c'est pas possible que l'application crash et on va dire que c'est la faute du back-end ou du front-end. Il y a aussi le fait on fait beaucoup la différence entre back-end, front-end. On se dit que ce que le front-end fait, le back-end ne va pas faire. Ce que le back-end fait, le front-end ne va pas faire. En réalité, sous d'autres cieux, il y a juste des ingénieurs. Il y a juste des ingénieurs qui sont maintenant, dans les ingénieurs, il y a des spécialités, front-end, back-end. Et voilà, quoi. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Oui. Oh non, termine d'abord. OK. Donc, je disais juste que c'est pas concevable que le back-end finisse de réfléchir avant que le front-end ne finisse de réfléchir, quoi. Parce que toutes les API qu'il va faire à la fin, c'est le front-end qui va consommer ça. Et en fait, si l'appli que tu es en train de faire crash, la première personne qu'on va appeler, si le site n'est pas disponible, si le site est lent, si le site affiche des erreurs bizarres, c'est le front-end qu'on va appeler d'abord. On ne va pas appeler le développeur back-end pour vraiment si le site est lent. Ça, c'est pas. Enfin, si la personne n'est pas dans la tête, qui ne va jamais appeler le développeur back-end d'abord. D'abord, le développeur front-end. Qu'est-ce que tu as foutu sur ton front-end et l'appli est lente. L'appli peut être jolie comme on veut. Si c'est lent, pourquoi c'est lent, quoi? Donc, en fait, c'est un travail en harmonie. C'est pour ça que j'hésitais à mettre système design front-end. Parce qu'en réalité, c'est système design juste pour des ingénieurs. Il n'y a pas de domaine vraiment dedans, quoi. C'est juste qu'on se spécialise dans un truc, c'est tout. Voilà. J'ai vu qu'il y a Arnel, c'est ça? Je ne vois pas bien Oui, le nom, désolé. Voilà. Tu peux parler. oui. Concernant l'explication que tu viens de donner, où tu as Yes. pris l'exemple où on a par exemple 1000 utilisateurs pour un site donné et qu'un étudiant a créé une interface donnée, que ce n'est pas la même façon de gérer. Je prends ce Yes. cas-là. Mais là, ce n'est pas en fait le front-end qui gère les 1000 utilisateurs en question. Donc, la logique là, je pense que la logique n'est pas au niveau du front-end. Lui, tout ce qu'il fait, c'est en fait, comme tu l'as dit en dernier maintenant, si le site est lent ou autre, c'est qu'il a effectué la requête. Donc, dans ce cas, il a effectué la requête vers l'API, il n'a pas la réponse. C'est que c'est à lui de savoir, par exemple,
je serai en train de montrer un spanner ou quelque chose de chargement, ou soit quand il y a erreur, il va l'envoyer vers une page d'erreur. C'est pas qu'il va montrer les codes d'erreur, mais il va dire que telle ressource n'est pas disponible. Mais dans ce cas-là, est-ce que nous sommes amenés à dire que c'est vraiment le designer front-end qui gère la logique, puisque lui, il fait juste des appels et en fonction des réponses, il affiche quelque chose? OK, merci pour la question. En fait, je pense que quand on va partir des exemples pratiques, ce que je dis sera peut-être plus clair. En fait, ce que j'explique, c'est Ok, que tu proposes de continuer d'abord, puis après on va prendre les questions à un moment donné. non, pas forcément. Je peux juste parler, mais bon, s'il n'est pas satisfait, on va attendre qu'on aille dans la partie pratique et on va Ok, continuer. Moi, je ne sais d'accord. pas répondre avec les questions. On peut en poser. J'ai vu qu'il y a aussi Edu qui a levé la main. Il pourra parler tout à l'heure. Ce que je vais juste dire d'abord, c'est que, alors, comment je vais expliquer ça simplement? Je ne dis pas forcément que si le backend est lent, c'est de la faute du front-end. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je dis juste que si au niveau du front-end, enfin, comment je vais expliquer ça? Si tu essaies de fetcher une ressource et la ressource n'est pas disponible, tu ne peux rien y faire. Tu vois, tu ne peux rien y faire. Mais si dans ta façon de fetcher, tu n'as pas fait le maximum pour que ce soit simple, que ce soit rapide, toi-même, de ton côté d'abord, il y a problème. Si tu veux, je te donne un exemple simple. Si tu veux faire, comment ça s'appelle le truc là? C'est-à-dire une application de messagerie. Une application de messagerie là. Bon, moi j'en ai déjà fait beaucoup pour, comment dire ça? Pour m'amuser, quoi. Mais la façon dont on fait les choses pour s'amuser là, c'est pas du tout la même façon qu'on fait lorsqu'on est en prod avec une vraie appli comme WhatsApp Web, par exemple. WhatsApp Web, peut-être on ne se dit pas, on n'imagine pas tout le travail qu'il y a derrière, mais c'est un big truc. C'est pas juste un truc où il y a des get, il y a des posts, c'est pas du tout ça. C'est un big truc où tu vas avoir de la logique, on va mettre des trucs dans la base de données front-end, pourquoi mettre ça là-bas, le temps de mise en cache. En fait, il y a beaucoup de logique qui sort juste du cadre. J'ai une maquette et je veux l'intégrer, quoi. Ce n'est pas le big challenge en 2025 en tant que front-end, quoi. C'est ça que je veux dire. Ok, donc si j'ai, bon, désolé, si j'ai bien compris, c'est que tu veux nous faire comprendre que notre métier de développeur front-end, au fait, en réalité, ne se limite pas juste, tu as une maquette, tu fais get, post, put, tout ça là, fais de loader, tout ça. Mais il y a vraiment une ingénierie derrière pour savoir comment les données seront consommées, comment les données seront gérées, comment faire pour que notre application puisse être rapide, comment faire pour qu'il n'y ait pas de latence, comment offrir à l'utilisateur une très bonne expérience. Donc, tu veux nous faire comprendre qu'en réalité, ce n'est pas juste une histoire de consommer des API, mais qu'il y a une ingénierie derrière, en fait. Et c'est ça qui est système design. C'est bien ça. Bien sûr, bien sûr. On dirait Ok. que le thème système design, là, c'est lui qui est en train d'embrouiller beaucoup de personnes. Parce qu'en fait, ce que je dis là, euh, on devrait être tout- on devrait tous être d'accord dessus. Parce que si je prends une application, c'est-à-dire si je prends une application, on se dit que le Bénin veut faire un nouveau chat GPT. Si je prends l'interface là et je dis d'intégrer ça, en réalité là, tout le monde pourra intégrer, enfin, quand je dis tout le monde, j'abuse, mais je parle juste, je passe juste, si je prends un entry level qui a déjà fait, je ne sais pas, un an dans le développement front-end, il connaît à peu près comment ça fonctionne. Il peut intégrer la maquette, il peut faire des get, il peut faire des posts. Mais ce n'est pas ce niveau de travail là, on veut au niveau d'une application comme ChatGPT. Pas du tout, vraiment pas du tout. Il y a beaucoup trop de choses à faire au niveau de ChatGPT pour qu'on dise juste que c'est de l'intégration de maquette, quoi. Si je vais vous donner un exemple, la plupart du temps, je dis souvent que la, lorsque j'ai un Figma et que je veux intégrer juste le Figma, je veux faire en sorte que la maquette soit intégrée, c'est vraiment l'étape zéro du développement front-end. Après, maintenant, il y a plusieurs étapes après. Comment tu vas faire pour que tes requêtes soient rapides, soient efficaces? Comment tu vas faire pour que tes requêtes, enfin, pour que tu ne
requête par quelque chose que tu as déjà, ou ce genre de choses. Donc, l'intégration, là, c'est vraiment le niveau zéro de ce que tu vas faire en tant que développeur front-end, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Il y avait aussi Edou je ne sais pas si Edouard a posé sa question. Non, non, je n'avais pas posé ma question. Ok, Et merci. ce que moi je remarque de façon générale quand on parle de système design, c'est toujours les cas où on a beaucoup d'utilisateurs. C'est-à-dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, tout le monde peut faire une appli de chat, de messagerie basique. Mais si ça va aller sur une appli comme WhatsApp Web, par exemple, les problématiques ne sont pas les mêmes. Donc, ce que je me demande, est-ce que ça veut dire que pour les applis qui n'ont pas beaucoup d'utilisateurs, le système design est totalement inutile ou bien qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Très bonne question. En fait, c'est dans le système design, si vous voulez, si on fait un système design d'une application, quand je dis beaucoup d'utilisateurs, là, ne voyez pas ça comme 1 million ou quelque chose comme ça. 1 000 utilisateurs, c'est beaucoup, hein, c'est énorme même. Donc, en tout cas, lorsqu'on fait le système design d'une application, la plupart du temps, ça c'est même en termes de back-end, il n'y a pas de différence à ce niveau. La plupart du temps, on voit le plus gros possible. C'est-à-dire, on voit ouais, c'est ça, le plus gros possible. C'est-à-dire, si on doit mettre des RabbitMQ quelque part, si on doit mettre du cache agressif quelque part, on voit ça de sorte que ce soit le plus gros possible. Parce que quand on voit ça gros, c'est facile après d'enlever des éléments qui ne sont pas importants pour le moment. Par contre, quand on voit l'application en tout petit d'abord, c'est très difficile après d'intégrer des éléments après dans l'architecture. Si je veux faire je vais prendre quel exemple maintenant? Si je veux faire il y a quoi comme application au Bénin? C'est Monero, ça s'appelle, je crois, non? L'application oui, c'est Monero, je crois. Non, Ou bien désolé Gozim? s'il y a des développeurs. Voilà, Gozim, merci. Si je veux faire un Gozim, par exemple, Gozim, c'est quoi le principe? C'est j'ai des îles, enfin, j'ai des champions, j'ai des clients. Il faut faire en sorte que lorsqu'un client a besoin d'un champion, il puisse contacter le champion le plus proche. Basique, c'est tout. C'est si on te donne ça comme si c'était TP à l'école, là, tu peux faire une architecture. Maintenant, est-ce que dans ton architecture, tu vas prévoir le cas où, je ne sais pas, le champignon, par exemple, est dans une zone où il y a une mauvaise connexion? Est-ce que tu vas prévoir le cas où, je ne sais pas, tu veux faire en sorte que l'utilisateur, que le client puisse voir la position du champion à tout moment? Est-ce que tu vas prévoir, en fait, est-ce que tu vas prévoir tout ça? Pas forcément. En fait, ce n'est même pas forcément utile. Mais dans le design system, si tu te dis que il peut y avoir ça, il peut y avoir ça, il peut y avoir ça, à tout moment, maintenant, tu peux enlever ces éléments superflus-là. Juste avoir une appli. Et maintenant, au moment où tu vas vouloir grandir, ce sera très facile de venir plugger ces éléments là-dedans parce que tu as déjà prévu ça à la base. En fait, la plupart du temps, quand on fait des applis là, ce que l'appli va faire, si c'est petit, si c'est grand, on sait. Si on s'assoit, on réfléchit un petit peu, on sait. Et la plupart du temps, ça ne dépasse pas ce scope-là. Donc, on sait déjà, même si l'appli a 10 millions d'utilisateurs, j'abuse un peu, même si l'appli a 10 millions d'utilisateurs, ce que ça va faire là, on sait déjà. On doit pouvoir savoir ça. Du coup, on doit pouvoir prévoir, mon appli où j'ai 2 utilisateurs actuellement, là, si ça grandit là, et que ça va grandir correctement. Sinon, on va se retrouver avec des applis où on fait des manipulations juste pour pouvoir ajouter des modules dedans pour que ça fonctionne correctement. Et là, du coup, c'est plus maintenable. Vous allez entendre, on va dire que le système n'est pas scalable, ce genre de choses. Voilà, voilà. Gojanda. Il y a aussi Anel qui est là. Je ne vois pas bien le nom. Désolé si je les écorche. Bon, en fait, je pense que, c'est Anel. égoïste peut-être. Je pense qu'on va continuer d'abord. Puis après, on va prendre un lot de questions. Parce qu'au début, je tenais à ce que quand même qu'on pose un peu les questions pour rassurer les gens parce que, comme tu l'as dit, il y avait tout ce problème de confusion là. Maintenant, à force d'avoir répondu à deux, trois questions, ça permet de rassurer les gens pour pouvoir avoir la force de continuer jusqu'à la fin. Je ne sais pas si Ok, tu vois un peu.
Donc, je Donc vois voilà, très on a bien. posé encore les bases. Les questions nous ont permis de comprendre deux, trois trucs. Maintenant, on va continuer maintenant pour découvrir ce que tu veux nous montrer. Et puis, on pourra encore reposer des questions de plus belles un peu plus tard. D'accord, ça marche. Donc, dans ma présentation, ce que j'ai prévu, c'est que je vais vous parler maintenant de la différence entre une architecture front et une architecture back-end. Parce que oui, même si je dis depuis tout à l'heure que c'est la même chose, il y a quand même une différence dans le sens où on ne considère pas on ne considère pas la même chose. Dans un système design front-end, on va s'axer sur l'expérience utilisateur, la performance, l'accessibilité, la réactivité, l'optimisation, la compatibilité avec différents appareils, si ça doit être responsive ou pas, ce genre de choses. C'est sur ça on va se concentrer. Alors que quand tu fais du back-end, quand tu fais un système design back-end, tu vas te concentrer plutôt sur la façon dont tu gères les données, la façon dont si tu veux écrire une donnée, comment tu le fais, si tu veux get une donnée, comment tu l'as fait, la sécurité. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi de la sécurité niveau front-end, mais c'est pas aussi critique que la sécurité niveau back-end. On va se concentrer sur la logique métier, ce genre de choses. Voilà. Le système design dans le front-end, il doit se concentrer, il doit prendre en compte en fait les contraintes du client, en fait, de la cible auquel l'application est en train pour laquelle l'application est en train d'être développée. Si tu veux faire une application au Bénin, tu dois obligatoirement prendre en compte le fait que tout le monde n'a pas la même connexion. Par exemple, c'est juste un exemple. Si tu veux faire une application de l'État, par exemple, tu dois obligatoirement prendre en compte que tous ceux qui vont venir sur ton application ne sont pas forcément technophiles, ne sont pas forcément habitués à ce genre d'interface, ne voient pas forcément, ne l'entendent pas forcément, ce genre de choses. Voilà. Donc, c'est ça. En termes de système design niveau front-end, il y a des concepts clés qu'on va voir. Et en réalité, on peut aussi faire des petits parallèles avec le système design côté back-end. Donc, le premier concept, c'est la modularité. La modularité, c'est assez, comment je vais dire ça? C'est assez trivial aujourd'hui parce qu'on utilise beaucoup de frameworks et tout ça. Et c'est juste de diviser l'application en petits composants réutilisables et indépendants. Le et indépendant, là, il est très, très, très important parce que tu vas pas faire un composant qui dépend d'un autre, qui dépend encore d'un autre. Et finalement, tu te retrouves avec un truc où il y a un data flow qui est bizarre et tout. Et dès que tu enlèves quelque chose à un endroit, tout pète. Donc, c'est pour ça aussi que je dis que les avantages de la modularité, c'est que la maintenance est très facile à faire. Et s'il y a un nouveau développeur sur le projet, bien, une nouvelle équipe sur le projet, c'est très facile à faire aussi. C'est très facile à leur expliquer comment ça fonctionne. Le deuxième concept, c'est la scalabilité. La scalabilité, c'est quoi? Si je veux expliquer la scalabilité de façon simple, c'est ce qui fonctionne avec petit, il faut que lorsqu'on est grand, avec la même énergie, ça puisse fonctionner quand même. Ça puisse fonctionner de la même façon. Donc, je reprends. Pardon, je me suis embrouillé. Donc, la façon dont ça fonctionne quand on est petit, il faut que quand on devienne grand, ça fonctionne de la même façon. C'est ça la scalabilité. Il ne faut pas que le comportement dépende de la taille de l'application. Ce n'est pas parce que tu as une application où il y a 2 utilisateurs que ça va marcher. Et dès qu'il y a 200 utilisateurs d'un coup, ça ne marche plus. Ce n'est pas scalable. C'est à peu près ça. Ici, par exemple, les enjeux au niveau du front-end, c'est l'optimisation des performances. Surtout ça, c'est très, 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 très important. On utilise des techniques comme le lazy loading, le code splitting. Ici, par exemple, je peux carrément donner un exemple. Je ne vais pas forcément dire les noms ou bien ce genre de choses. Mais moi, j'ai déjà travaillé dans une application. J'ai déjà travaillé sur une application où, comment expliquer? Plus tu rajoutais du code dans ton application, plus l'application devenait lente. Donc, en fait, ce qui se passait, c'est que au début, il y avait une application, c'était un dashboard, tout simple, il n'y a pas de problème. Au fur et à mesure, on ajoutait des menus, on ajoutait des fonctionnalités, on ajoutait ce genre de choses. Et on remarque qu'au fur et à mesure que le temps évolue,
bah, l'application devient de plus en plus lente, de plus en plus lente, de plus en plus lente. Alors qu'au niveau des requêtes, il n'y a rien. Hein. Enfin, le backend n'a pas changé. C'est juste le front-end qui évolue. Et ça devient de plus en plus lent. Et c'est là on s'est rendu compte qu'en fait, lorsqu'on est dans des applications où c'est du client-side rendering, il y a un app.js, bon, lorsqu'on a en Vue.js, c'est app.js qui est généré lors du build, et c'est ce app.js là qui est get lorsqu'on veut afficher la page. Donc, en fait, plus ton application, pendant sa compilation, pendant son build là, a de code, on va dire ça comme ça, plus il y a du code, plus ton build sera lourd. En fait, quand je dis build, je parle de ton dossier de build. Jusque-là, on peut se dire encore que c'est à peu près normal. En grand guillemets, c'est normal. Maintenant, ce n'est pas parce que ton application grandit que la page va être lente. Là, il y a un problème. Et on s'est rendu compte qu'en fait, comme le code n'était pas splitté, comme il n'y avait pas de lazy loading, toute l'application se mettait en même temps dans le app.js et le app.js pesait un truc de 40 mots. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que la personne rechargeait sa page, ou pas forcément recharger sa page, mais à chaque fois que la personne allait sur le site, il devait télécharger 40 mots de fichiers JavaScript avant de pouvoir accéder à l'application. C'est de ce genre de choses-là que je parle. Si tu codes juste HTML, CSS, JavaScript et ça marche, tu ne vas pas penser à ce genre de choses. Alors que c'est des trucs qui sont très, très, très importants. Et c'est ce que je disais aussi, ça rejoint le point où je disais que c'est aussi, entre guillemets, de la faute de nos clients qui ne sont pas assez exigeants. Sinon, normalement, enfin, sous d'autres cieux, quand ton application devient lente à un niveau, les gens arrêtent d'utiliser ton application, tu perds de l'argent tout simplement. Et c'est là que tu commences à te réveiller, quoi. Donc, c'était juste un petit exemple. J'ai mis aussi des exemples micro-front-end. Le micro-front-end pour diviser une grosse application en parties indépendantes. Le micro-front-end, c'est aussi un concept, j'aimerais bien aussi qu'on en parle un jour peut-être, mais c'est un truc où c'est comme les microservices, mais avec du front-end. Où c'est Netflix qui utilise ça le plus, je pense. C'est un truc où dans un même site, il peut y avoir plusieurs applications avec plusieurs langages différents. Il peut y avoir sur un site de e-commerce, par exemple, la page où on affiche les produits, là, ça a été fait avec React. La page où il y a la recherche, enfin, la partie où il y a la recherche, ça a été fait avec Vue. La partie, la home page, mais la landing page, ça a été fait en HTML, CSS basique. La partie des catégories, ça a été fait en Next. Et tout ça s'affiche sur la même page. Si vous allez avec des trucs ici comme Google Pro, du coup, c'est un micro-front-end. Netflix, c'est un micro-front-end. Donc, c'est ce genre de choses-là que les micro-front-end permettent. De toute façon, on va en parler dans la suite. Le troisième concept clé, c'est la maintenabilité. La maintenabilité, c'est juste le fait que ce n'est pas parce que ton application devient grande que ça va être difficile de coder dedans. Normalement, si le niveau de difficulté à coder dans ton application au début de l'application, c'est 2, il faut faire en sorte que ça ne dépasse pas 3. Même si on est 10 ans après, il faut faire en sorte que ça ne dépasse pas 3. Parce que sinon, ça n'aura pas d'intérêt de faire évoluer l'application. Parce que sinon, on va juste se dire, plus tu évolues, plus c'est compliqué. Du coup, voilà quoi. Ou on va surtout dans les applications, dès que tu changes un truc, tout pète. Donc, ce n'est pas bien. J'ai mis dans les bonnes pratiques code propre. J'ai mis propre en grosse guillemets. Parce qu'aujourd'hui, on dit code propre. Bon, c'est quoi on appelle code propre? On ne sait pas. Code propre est bien documenté. Utilisation des standards et de conventions. Les tests automatisés. J'ai mis des outils comme ESLint, Prettier, Storybook. Le quatrième concept clé, c'est la performance. La performance, c'est la capacité de l'application à charger et à fonctionner rapidement. C'est, je pense, la partie même la plus importante d'un système design. En fait, ça, c'est, quand on parle de performance, c'est à ce niveau-là, surtout que je disais que le back-end ne peut pas avoir fini son travail sans que le front-end ait fini de réfléchir. Parce que la performance au niveau du front-end, là, dépend beaucoup du back-end. Bon, oui, on va dire beaucoup. On va dire pour
40%, ça dépend du back-end. Le reste, maintenant, ça va être la façon dont tu utilises le CPU, la façon dont tu fais ce genre de choses. D'ailleurs, même, lorsqu'on dit même, quand on écrit du HTML, CSS, JavaScript, là, le CSS même, là, la puissance de calcul que ça demande, là, c'est énorme. C'est énorme. Essayez de faire... On va peut-être en parler à un autre moment, ce n'est pas le sujet ici, mais le CSS, c'est quand même un gros truc. C'est-à-dire, c'est quand même un truc qui pompe quand même la mémoire, le CPU de la machine énormément. Essayez de faire un site où, je vais donner l'exemple simple, il y a un background noir derrière et il y a des petits carrés rouges qui s'affichent sur la page. Maintenant, les petits carrés rouges là doivent, en fait, l'animation, ça doit faire en sorte que les petits carrés rouges là, il y en a peut-être 400 et ils doivent glisser vers le bas. Essayez de faire ça avec votre méthode et vous allez dans Performance dans votre inspecteur, essayez de record le CPU que ça prend. Et dites-vous juste que le petit exemple que je viens de vous donner là, on peut vous donner ça en... Enfin, c'est ce genre de détails que les entreprises comme Google, les entreprises comme Facebook analysent pour voir si le site est performant ou pas. Parce que, en fait, si tu fais ton animation, par exemple, avec des margins ou bien avec des transforms Y, c'est plus lourd, en fait, c'est plus demandant en CPU que tu fais ça avec des transforms 3D. Voilà, c'est ce genre de choses, en fait, qu'il y a dans performance. Donc, c'est pas forcément intéressant pour nous parce qu'on n'a pas non plus des applis où il y a des animations de dingue. Mais dites-vous quand même que c'est un sujet de front-end. C'est pas, la performance n'est pas que côté back-end. C'est quand même très important de dire ça. Et les outils comme performance dans l'inspecteur, Google Lighthouse, Web Page Test, ce sont des trucs qui sont très, 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 très importants à regarder. Il y a des indices, il y a des maîtrises qu'on peut regarder, qu'on doit même suivre. Ça fait même partie des points, c'est l'observabilité en termes de système design, qu'on doit même suivre pour voir en fait quelles sont les performances de notre site. Ensuite, le cinquième point et le dernier, mais pas de moindre, c'est la sécurité. Au niveau de la sécurité, c'est là le big truc. Et c'est là le big truc quand je vous donnais l'exemple, par exemple, de WhatsApp. La sécurité au niveau de WhatsApp, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Parce que, en fait, la promesse de WhatsApp, c'est quoi? C'est que vous pourrez envoyer des données qui seront encryptées end by end, de point en point. Ça veut dire que ce que tu envoies, en fait, sur les serveurs de WhatsApp, là, eux-mêmes, s'ils veulent, ils ne peuvent pas voir ça. Bon, c'est la promesse. Eux-mêmes, s'ils veulent, ils ne peuvent pas voir ça. Par contre, celui qui reçoit, là, lui, c'est lui et lui seul qui peut voir ça. C'est un truc de fou, la sécurité au niveau de WhatsApp. C'est juste un exemple. J'ai mis des risques courants comme les failles, XSS, SRF, ce genre de choses. C'est pas encore des petits trucs. Ou bien même les données qu'on stocke au niveau de local storage. Moi, j'ai bon, je ne vais pas dire le nom des applis. Moi, j'ai déjà travaillé sur une appli où, jusqu'à même actuellement, là, si je veux, je peux avoir accès à des informations euh, auxquelles je n'ai pas le droit d'avoir accès, juste avec local storage. Donc, la façon dont on stocke des informations dans local storage, c'est super important. C'est super, super, super important. En fait, ce genre de truc-là, si tu ne tombes pas dessus, tu vas jamais savoir, quoi. Parce que, en fait, c'est bête, mais ce n'est pas seulement les non-tech qui utilisent nos applications. Moi, la plupart du temps, quand je vais sur des sites, là, il y a l'inspecteur qui est ouvert. Donc, à tout moment, je peux juste regarder ce qui se passe, quoi, tout simplement. Si, par exemple, si vous allez sur Escalibro aujourd'hui, si vous regardez dans le local storage, vous allez comprendre comment Escalibro fonctionne. Bon, si vous regardez correctement avec les interactions, vous allez comprendre comment Escalibro fonctionne complètement. C'est-à-dire, si tu veux coder je sais pas, une extension qui va te construire des schémas Escalibro juste en manipulant le local storage, quoi. C'est juste là-bas, il stocke les informations et c'est tout. Voilà. Donc, en termes de concepts clés d'un système design en front-end, on a les 5 là. On a les 5 là, excusez-moi. Je voulais aussi vous parler des différents types d'architecture front-end qu'on a.
Mais avec le temps qu'on a là, je ne sais pas si je vais vous parler. Je vais en parler en bref. En termes de différents types d'architecture qu'on a en front-end, il y a les SPA, que normalement vous connaissez tous, Single Page Application. Par défaut, c'est ce qui vient avec Vue. Par défaut, c'est ce qu'on fait avec React, Angular, ce genre de choses. En fait, c'est une seule page HTML où il y a le même bout de code à chaque fois. Et c'est le JavaScript, en fait, qui vient maintenant remplir la page, si on veut, avec du JavaScript, quoi. Je me suis répété. Les SPA ont leur avantage, leur inconvénient aussi. Leur avantage, c'est que l'expérience utilisateur est fluide, les performances sont améliorées. Dans le sens où Gmail, par exemple, c'est SPA. C'est en fait, c'est un truc où, dès que tu viens dessus une fois, toutes les informations se chargent et après le reste se fait en background, quoi. On n'a plus besoin de recharger la page pour avoir les informations. Il y a ce qu'on appelle le multi-page application. Multi-page application, c'est une architecture où il y a plusieurs pages HTML qui sont chargées à chaque navigation. C'est un site web basique, quoi. C'est un site web HTML, CSS de base. Mais tu peux ajouter, si tu veux, de la réactivité dedans, ce genre de choses. Voilà, tu peux t'amuser comme tu veux. Les micro front-end, par exemple, là, en réalité, là, c'est des multi-page applications. Parce que si vous voulez un exemple, si vous voulez juste une description simple de ce qui se passe, j'ai bien dit simple. Il ne faut pas reprendre un mot pour remarquer tout ça. Si vous voulez, c'est juste qu'il y a juste plusieurs. Bon, si on veut, les applications vues là, la plupart du temps dans leur dist, ils ont un fichier HTML et un fichier app.js, les deux fichiers les plus importants. On va se dire que dans React, par exemple, c'est un fichier app1, dans Vue, c'est un fichier app2, dans Angular, c'est un fichier app3. Si vous voulez faire un micro-front-end, il suffit juste de charger les trois fichiers là dans votre navigateur, quoi, et vous avez toute une fonctionnalité. Maintenant, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne en interne. Il ne faut pas aller dire quelque part que c'est Epondor qui vous a dit ça. C'est juste un exemple pour expliquer comment. C'est juste un exemple pour expliquer comment ça. Enfin, pour illustrer le propos, c'est tout. Ce n'est pas du tout pour ça comme ça que ça fonctionne. Il ne faut pas aller me mettre dans la merde après. OK. Donc, c'est à peu près ça en termes d'architecture front-end. Je voulais aussi faire la différence. Je voulais aussi parler en fait plus en profondeur des micro front-end. Mais on va peut-être en parler après. Mais il n'y en a pas trop. Enfin, ce n'est pas un concept qui est trop utilisé, donc on peut passer dessus. C'est la même chose, j'ai dit. Les composants d'un système design front-end, là, il y a juste la structure de l'application, la gestion des états, le routage, la communication avec le back-end et la gestion des assets. Voilà. En fait, je vais un peu rapidement parce que j'ai bien envie de tomber sur le cas d'étude où c'est là maintenant on va aller au niveau de Escalibro et s'amuser un peu. Donc, est-ce que déjà vous avez des questions par rapport aux composants, enfin, par rapport à tout ce qu'on a vu jusque-là, ou on peut continuer? Je vais attendre quelques secondes, histoire que vous réfléchissiez à si vous avez des questions ou pas. Pas de questions? Je pense que ça peut aller pour l'instant. Tu peux continuer. On a aussi envie de voir le cas pratique. D'accord, ça marche. Donc, au niveau des cas d'études, en fait, l'idée, c'est simple. On va prendre un exemple, on va prendre une situation et on va ensemble faire le système design de ça, tout simplement. Donc, si vous avez des idées, vous pouvez m'en donner. Et j'ai quand même quelques idées là. Il y a WhatsApp Web, dont je parlais depuis longtemps. Il y a Twitter, il y a Facebook Messenger. Bon, les trois premiers, en réalité, c'est la même chose. C'est juste des chat apps. Il y a Google Sheets, où il y a des big challenges aussi. Google Calendar, ChatGPT, accessibilité, SSE. Moi, ce que j'ai envie de faire, et c'est même d'ailleurs ce que j'ai préparé, c'est ChatGPT. Parce que, en fait, c'est l'exemple parfait de le truc est simple en apparence, mais derrière, il y a beaucoup de trucs. C'est l'exemple parfait.
Il y a aussi WhatsApp que j'ai bien envie de faire. Donc, je vais vous laisser décider, vous, de votre côté. Si c'est possible, écrivez dans le chat les, enfin, si vous avez d'autres cas d'études, bien le cas d'études que vous voulez qu'on fasse. Et on va, en guillemets, voter, quoi. Là, tout le monde sera content. S'il vous plaît, écrivez dans le chat. Si vous avez les mails, bien évidemment. Il y a des gens dans le chat là, ils attendent que moi-même je prenne la décision. Pardon, il faut écrire. Ah, il y a WhatsApp web 2 fois déjà. Il y a ChatGPT 1 fois. Bon, WhatsApp web, beaucoup de personnes connaissent pas. Enfin, est-ce qu'il y a des gens ici qui connaissent pas ChatGPT? Je pense pas. Quand je dis qu'on est, au fait, genre, on a beaucoup, enfin, beaucoup peut-être, se Ah, c'est sont essayés, worldwide. Ouais, beaucoup je se vois sont ce que tu veux dire. essayés, au fait, à faire un chat, quoi, tu vois. Donc, on sait déjà dans la sémantique comment on peut faire un chat. Maintenant, comment, dans la façon de faire un chat, qu'est-ce, ce à quoi on aurait pu penser, tu vois, non. Là, on comprend, enfin, je pense qu'on aurait pu peut-être mieux, on pourra plus se retrouver, en fait, que dans ChatGPT, en fait. C'est là si tu vois un peu. Enfin, moi, c'est ce que D'accord. je pense. Ce que je pense. Je- Mais tu peux toujours faire ton cas, ce que tu as prévu. Non, non, je vois. Il y a 2 ChatGPT, il y a 2 WhatsApp web. Quelqu'un n'a qu'à encore voter et trancher. Mais vous êtes quand même 13, hein. Et c'est juste 4 personnes qui ont voté. C'est pas bien. Elliot a dit, et Tidius a dit, il y a WhatsApp web encore. Je vais attendre, hein. Je vais attendre. Il faut que tout le monde parle. J'avais dit au début que c'était interactif. Interactif, pardon. WhatsApp web, 3 fois. ChatGPT 2 fois, je crois. Ouais. Je dis qu'elle vient de venir. Je dis qu'elle, tu sais que tu viens de venir, que tu ne comprends rien. Mais il faut choisir entre ChatGPT et WhatsApp web pour faire un système design dessus. Mon cher, pourquoi tant d'agressivité? Choisis entre WhatsApp web Ok, et ChatGPT. entre WhatsApp Web, ChatGPT. Je pense que WhatsApp Web serait mieux, parce que ChatGPT, c'est plus du SSE, donc Et tout le WhatsApp monde Web. peut choisir. Tout le monde peut choisir ce que je n'ai pas préparé. C'est de on va se perdre là-bas. Non, je blague, mais bon. OK, WhatsApp web. Tout le monde a choisi WhatsApp web. Elliot et Doutek, je suis désolé. On va partir sur WhatsApp web. OK, je vais juste faire comme ça. Go to the board et juste partager mon. On dit, je vais partager mon escalier trop. Mon escalier trop maintenant. Hmm. Hmm. Excusez-moi, hein, je suis en train de chercher mon escalier trop. Ah, c'est lui, ça. OK, je vais juste. Vous voyez quoi, vous? Vous voyez go to the board là, ou vous voyez le escalidro? Moi, je vois GoToBoard. Ah, Exactement. OK. Euh, Ouais, bon, on pourra peut-être voir ChatGPT si on a le temps. Peut-être qu'il peut revenir sur les grandes lignes, en fait. OK, non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. On peut continuer avec ça. Ah, d'accord, c'est moi qui suis pas intelligent. D'accord, voilà. Là, c'est bon maintenant, tout le monde voit escalidro. Oui, oui. OK, OK. Donnez-moi un instant, je vais chercher un bout de papier, excusez-moi.
OK, I'm back. OK. Donc, on a choisi WhatsApp Web. C'est très bien. Pour faire les design systems, j'utilise un framework qu'on appelle Radio. Radio, ça va nous aider en fait à bon, c'est un framework, donc c'est un cadre de travail. Ça nous évite juste d'oublier certains aspects d'un design system. Donc, il y a plusieurs étapes et tout ça. Radio, c'est pour requirements. Et pardonnez, mon anglais n'est pas fou. Pardonnez, prenez-moi pour votre petit frère. Donc, requirements, exploration. A, c'est pour architecture ou high-level design. Le D, c'est pour data model. I, c'est pour interface definition, c'est l'API en fait. Et le O, c'est pour l'optimisation and deep dive. Voilà. Donc, c'est ce principe-là qu'on va ici appliquer. Comme je vous ai dit, c'est interactif. Donc, si je mens dans ce que je dis là, il faut me corriger en même temps, s'il vous plaît. Donc, on va d'abord commencer par les requirements. La plupart du temps, quand on fait un système design, au niveau des requirements, il y a deux parties. Il y a la partie functional requirements, et la partie non-functional requirements. Non-functional. C'est mieux que je vais écrire français, parce que moi, je ne sais pas écrire anglais. Non-functional requirements. Voilà. Les functional requirements là. Comment je vais expliquer ça maintenant? Enfin, quand je dis en français, c'est functional requirements, c'est ce dont l'application, en fait, c'est ce que l'application doit faire. Ce que les utilisateurs de l'application doivent pouvoir faire. C'est ça qu'on appelle les functional requirements. Donc, dans les non-functional requirements, c'est ce qui doit être fait, mais le chef projet ou bien quelqu'un qui n'est pas tech ne va pas forcément savoir que c'est ce qui doit être fait. C'est ce qu'on appelle les non-functional requirements. Donc, d'après vous, c'est quoi les functional requirements de WhatsApp Web? Ceux qui ont choisi WhatsApp Web, là, c'est votre tour de parler maintenant. Donc, allez-y. Hein. Mais vous ne voulez pas parler. C'est pas grave. On a besoin des endpoints que le backend va nous envoyer. OK. En fait, quand je parle de functional requirement là, c'est si je ne suis pas tech du tout et moi, je suis juste product owner, qu'est-ce que je mets dans mon cahier de charge, quoi? Elliot, vas-y. Ok, du coup, bon, selon moi, les functional requirements de WhatsApp, c'est déjà la possibilité de voir les différents contacts que l'utilisateur a, l'envoi de messages à un contact en particulier, la réception de messages, la modification du profil de l'utilisateur. Donc, voilà, tout ce qui est en rapport avec le profil, la photo de profil, la bio, tous ces trucs-là. Et aussi, bon, la possibilité de voir les statuts déjà et d'en publier aussi et de supprimer les statuts qui ont été publiés. Et voilà, la possibilité de rejoindre un groupe et de recevoir les messages de ce groupe. Il y a un aspect que je suis en train d'oublier. Voilà, modification et suppression d'un message qui a été envoyé. Voilà, je pense que c'est un peu tout. Hein. Je pense que si on fait tout ce que tu as dit là, on peut revendre l'application qu'on va faire. Hein, parce que là, Il y a feuille. non, on va pas forcément faire tout, mais on va essayer de faire l'essentiel, quoi. En fait, quand je parle de WhatsApp Web, c'est juste chat app. Donc, la partie statut, par exemple, on va pas forcément faire ça. C'est même pas trop intéressant en plus. J'ai vu la partie si contact list, send message, receive message. Il y a aussi des actions. User can check ça comme je peux, pardonnez mon anglais. Make action like. Je dis pardon, faut pas froncer les yeux. Comme à ton petit frère. Photo et sticker, ce genre de choses, etc. C'est bon?
On va encore mettre quoi dedans? On va mettre quoi? On peut s'arrêter déjà dessus. C'est ce qu'on peut mettre dans les functional requirements. Donc, dans notre application, l'utilisateur doit pouvoir lire, enfin, voir la liste des contacts, envoyer un message, recevoir les messages, faire des actions comme les photos, des stickers. Ah oui, il y a aussi que, comment on écrit ça en anglais maintenant? En fait, il ne doit pas y avoir de la latence dans l'envoi et de la réception des messages. C'est-à-dire low, anglais, low latency. On va mettre ça comme ça. Donc, c'est entre 200 millisecondes et 500 millisecondes. Ce qui est, il y a même beaucoup. C'est même trop, même. Attendez, je vais un peu diminuer. Donc, je vais mettre 100 et 300. Ouais. Il y a aussi des aspects qui sont importants, c'est que, en fait, notre application doit pouvoir fonctionner même sous connexion lente. Donc, our app can quoi? Can work with low connection. Et c'est en fait là que vous allez voir que c'est un système accès, c'est super important. Il y a aussi le fait que our application should not waste battery life. Je ne sais pas si c'est clair. Should not waste the battery life. C'est quand même important parce que la façon dont Chrome pompe le CPU là, faut pas que ça aille, faut pas que WhatsApp augmente ça quoi. C'est quand même super important. Il y a aussi quoi? Our application should pardonnez mon anglais. Our application should work with on wide range of devices. On va dire ça comme ça. Il y a plusieurs types d'applications quoi. Of device. Voilà. Maintenant, au niveau des non-functional requirements, là, j'ai oublié quelque chose ici. Je ne sais pas si on va forcément mettre ça, mais c'est en fait le fait que WhatsApp Web, en fait, ça fonctionne. Enfin, lorsqu'on veut utiliser WhatsApp Web, il faut qu'il y ait un téléphone à côté. C'est-à-dire, lorsqu'on veut utiliser WhatsApp Web, c'est par QR code, ça fonctionne en fait. Est-ce qu'on doit mettre ça? Est-ce que j'ai prévu ça dans mes trucs? Laissez-moi réfléchir. Normalement, on peut faire ça, c'est pas non plus trop compliqué. Ouais. J'ai même oublié aussi la fonctionnalité principale de WhatsApp Web, c'est le chiffrement de bout en bout. Donc, comment on écrit ça en français? En anglais maintenant. Il faut m'aider, non? Ou bien, vous êtes comme ça. Encryption. Voilà, merci beaucoup. Il faut participer, ou bien. Ça veut dire que je pense que ça allait du mois de février. Hein. On est d'accord. C'est déjà fini, chef. Ah. Il y a fini. Longtemps, il y a longtemps, c'est fini. Chiffrement de bout en bout. Secure connection with QR code. On va dire ça comme ça. Donc, secure connection with QR code. Voilà. C'est les non-functional requirements maintenant. Ce qu'on va mettre, c'est des trucs genre performance, parce qu'il faut que l'application soit performante. En fait, dans les non-functional requirements, la plupart du temps, j'écris tout le temps la même chose. Enfin, j'écris tout le temps 4 choses. C'est performance, security. Parce que dans toutes les applications aussi, même si elle est toute petite, il y a quand même un minimum de sécurité qu'il faut y avoir. Il y a accessibility. Et les gens qui disent que l'accessibilité,
c'est chiant là. Il ne faut pas être d'accord avec moi. Je préviens en même temps. Faut pas, hein, voilà. Il y a aussi availability. Aussi, je vais plutôt mettre achat. Availability. Je vais mettre juste availability. Availability. Voilà. Si on a fait ça, on a fait 20% du système design. Parce que en fait, la majeure partie des gens ne se demandent pas, en fait, avant de commencer, est-ce que je veux faire, quel est le but de mon application finale? Qu'est-ce que je veux vraiment dans mon application finale? On ne se demande pas ça souvent avant de commencer. Elliot, vas-y. Ok, désolé de te couper. Je me suis déplacé rapidement, mais là, je vois low latency parmi les functional requirements. Et je me demandais si ce n'est pas plutôt un non-functional requirement. Le low latency, là, un chef projet peut venir nous dire, en fait, que je veux faire une application qui n'est pas lente, tout simplement. Ouais, Donc, mais après, je me dis, functional requirements, est-ce que c'est pas beaucoup plus par rapport aux features de l'application et tout ça? Et si c'est ça, du coup, est-ce que le fait que ce soit low latency, c'est une feature ou... non, mais functional requirement, c'est par rapport au fonctionnement de l'application. Donc, le comportement de l'application même est dedans, quoi. Si l'application n'est pas là. Sinon, on aurait mis tout ce qui vient après ça aussi dans non-fonctional. Oui, Le fait que c'est là où je voulais l'application en n'utilise venir. pas. Ouais. Genre, Le fait que l'application par n'utilise exemple, pas. leur connexion est dans shouldn't waste the battery life là. Bon, ok, bon, ça encore. Bon, après, je sais pas. Ah, ça a rapport avec le comportement, le fonctionnement plutôt de l'application. Donc, c'est dans les fonctionnels requirements. Ça, c'est mon avis en tout cas. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a un avis tout tranché, mais je pense que c'est quand même là-bas, il faut mettre ça. Parce que ça a rapport avec, le fonctionnement global de l'application. En fait, moi, la question que je me pose à chaque fois, c'est est-ce qu'un chef projet peut venir me demander, pas forcément chef projet, quand je dis chef projet, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément à fond dans la tech. Est-ce qu'un product owner ou un truc comme ça peut venir me dire en fait que l'application que je veux là, je veux qu'il y ait ça dedans? Si oui, c'est dans les functional requirements. C'est ce que je me demande à chaque fois. Maintenant, qu'est-ce que vous en pensez les autres? Est-ce que je déplace ça dans les normes fonctionnelles? Personne ne veut répondre. Alors, je viens d'arriver, j'étais le même moment. De quoi Ah, vous parlez? d'accord. Non, en fait, il y a Elliot qui disait que le fait qu'on mette low latency for message dans les functional requirements, il pense que ça devrait être dans les non-functional requirements. Parce Oui, que ce parce n'est que pas vraiment. c'est pas un truc vraiment. C'est pas comme genre, je peux recevoir un message, je peux recevoir un message, je peux envoyer un message. On suppose que c'est rapide, quoi, tu vois. On suppose que ça ira rapidement. C'est quelque chose, au fait, on ne pense pas directement à ça tout de suite. Je sais pas si tu vois un peu. Donc, Ouais, je vois ce que tu veux on dire. se dit quand même que quand on doit le faire, quand même, ça doit être assez rapide, ça doit être assez réactif. Mais en soi, nous, on veut juste envoyer, recevoir des messages. La latence, au fait, je pense que ça peut être en bas. Et D'accord. je pense que tu as déjà noté ça quelque part, la performance. Je pense que tout ça te donne les performances, mais tu as juste voulu mettre l'accent, j'en suis le fait qu'il faudrait qu'on n'ait pas de latence dans l'envoi et dans la réception des messages, en fait. Ok. L'autre Je vois ce que tu veux dire. Vas-y, Elliot, vas-y. l'autre raison aussi pour laquelle je dis ça, c'est que dans les non-functional requirements, tu as parlé de performance. Et on peut considérer low latency comme une caractéristique pour mesurer la performance. Je ne sais pas si on a des caractéristiques ou métriques quand même pour mesurer la performance de l'application. Mais ça, parce que si une application, si elle est performante, au fait, on doit pas, on doit, bon, si on mesure, au fait, on se rend compte que, voilà, on a des latences de une seconde, 2 secondes, c'est qu'elle n'est plus performante parce que on a beaucoup trop de latence pour l'envoi et la réception de messages et tout. Moi, on n'arrive pas bien à quantifier, quoi. Mais je pense quand même que dans performance, déjà, bon, il a peut-être juste voulu mettre l'accent sur le fait que euh, cette caractéristique-là, il est important de mettre l'accent là-dessus, quoi. Quand Ok, oui, dans ce sens, oui. Oui, parce que quand on met performance comme ça, on ne voit pas directement de quoi on veut parler, au fait. Ouais, Ok, effectivement. ok. Il y a Edoutek qui veut parler.
Oui, je ne sais pas si tu peux réexpliquer un peu en bref, c'est quoi la différence entre les functional requirements et les non-functional requirements? Parce que là, j'ai l'impression que on est en train de s'embrouiller par rapport à ça. Si tu peux zoomer aussi, c'est intéressant. Ah, désolé. Ouais, tu peux Je- dézoomer. Si tu veux dézoomer un peu, c'est bon. Pas trop. Ouais, Hmm, non, c'est bon, oui. très bien. So, les functional requirements, ce qu'on met dans functional requirements, c'est ce qui a rapport avec le fonctionnement de l'application, c'est-à-dire ce qu'on veut que l'application fasse, basiquement. Et dans les non, excusez-moi, dans les non-functional requirements, c'est les choses, en fait, qu'on veut, en fait, qui doivent être faites, mais auxquelles on ne pense pas forcément quand on n'est pas un techos, quand on n'est pas dans la tech profonde, quoi. On va dire ça comme ça. Donc, c'est ça la différence. Je ne sais pas si c'est assez clair. Oui, c'est bon. Oui, c'est mieux. Je pense qu'on peut garder le low latency inclus, vu que là, c'est vraiment spécifique au message. Je pense que Voilà. ça ne C'est fait ça pas de mon avis différence. aussi. En fait, je serais d'accord avec vous, avec euh, Ojanda et Elliot. En fait, comme ici on est dans WhatsApp, si je mets ça dans performance, je ne sais pas. Mais comme ici on est dans WhatsApp web, ça fait partie du fonctionnement qu'on veut que l'application ait, quoi. Mais après, je peux comprendre aussi ce que vous dites. C'est qu'en fait, tout, par exemple, tout ceci, on va mettre ça dans, ici, ici, on va mettre ça en dessous de performance. Et par exemple, ces deux choses-là, on va mettre ça en dessous de sécurité. Je comprends. Mais en fait, je ne sais pas. Je sais pas. On peut faire ça d'abord. On peut faire ça d'abord. Donc, Pour voir. il y a aussi un truc que j'ai remarqué, c'est que les non-functional requirements, j'ai l'impression que tout, c'est des trucs un peu généralistes. Tu as parlé de Ouais, c'est ça. performance, de sécurité et tout ça. Alors que les trucs fonctionnels, là, c'est beaucoup plus précis. Par exemple, lorsque tu parles de end-to-end encryption, en réalité, on peut mettre ça dans la sécurité. Donc, Oui. j'ai l'impression que, je ne sais pas si tu me confirmes ça, mais j'ai l'impression que le non-fonctionnel, c'est des trucs un peu généraux. Et les fonctionnels aussi, ça peut être des trucs beaucoup plus spécifiques. En tout cas, Ce que moi, c'est comme ça que j'ai l'habitude de faire ça. Je me trompe je peut-être. comprends pas les requirements, en fait, ça n'a pas l'air, en fait, de truc là. Des user stories, par exemple. Oui, dans les functional requirements, il y a principalement même des user stories. Oui, Mais il parce n'y que, a pas que ça, quoi. ou bien, genre, les cas, les use cases, en fait. Oui, Voilà, le terme use case est encore plus intéressant. Et si les- on prend ça en compte, je ne pense les- pas que quand on voudra définir le use case d'une application va perdre de low latency d'accord. ou de end-to-end encryption. parce que, comme tu as dit, forcément, recommande, c'est ce que ton manager, ton product owner, en fait, quand on parle même de product owner, il y a directement la notion de user story, de use case, en fait, qui est mis là. Tu vois, on veut savoir comment envoyer les messages, parce que j'envoie les messages, je reçois les messages, je peux créer un groupe, je peux rejoindre un groupe, voilà, je peux modifier un message, je peux liker un message, etc., etc. D'accord, il n'y a pas de problème. De toute façon, ça peut bouger à tout moment. Il n'y a pas de problème. Excusez-moi. Bien, je fais ça. Excusez-moi beaucoup. Donc, je vais juste mettre ça ici, comme ça, et je vais prendre ces deux-là et mettre ça ici. Pour qu'on ne perde pas de temps sur ce genre de détails. Bon, ce n'est pas des détails, mais il y a mieux à faire pendant la présentation. Voilà. Donc, j'espère que tout le monde est d'accord. Je vais démarrer une session pour que si vous voulez, vous pouvez aussi venir dans le truc, quoi. Je vois ça dans le chat. Tac, tac. Ah, désolé. Il y a Keivan, Tosu et je n'avais pas vu vos messages. User, ouais,
Allô, vous m'entendez? Oui, on te reçoit. Ah, excusez-moi, la connexion encore. Donc, je disais, désolé, Keivan, Tosu et Julie Kala, j'avais pas vu vos messages. Oui, mais en fait, la partie euh, de groupe, là, on va pas forcément faire ça ici parce que c'est, bon, si tu as fait la partie où tu as juste un chat, c'est juste étendre ça à un groupe, c'est pas non plus très, très compliqué, quoi. Voilà. Donc, on va continuer. La deuxième partie, lorsqu'on fait un, un- un système design, c'est la partie où, bon, je vais mettre ici un. Là, tout le monde va suivre avec moi. Il y a la deuxième partie maintenant où, comme c'est un design système d'un truc qui est visuel, on va essayer de faire un wireframe de ça. Quand je dis qu'on va faire un wireframe de ça, c'est pas non plus, on va pas non plus se prendre pour des designers. Mais en fait, un développeur front-end, moi, je suppose qu'un développeur front-end doit avoir le minimum de connaissances en termes de, euh, comment on appelle ça? UX design, quoi. C'est-à-dire, c'est pas forcément, qu'est-ce que j'ai fait? Oui. C'est pas forcément le designer qui va venir lui dire de faire telle ou telle chose. Il a normalement le minimum de bagages, en termes de, pardon, je corrige juste quelques trucs. Yes. Yes, voilà. Il a le minimum en termes de UX quand même. Donc, chat, Google, enfin, WhatsApp plutôt, c'est un truc comme ça où ici, il y a les groupes. Je vais juste faire un wireframe. Donc, wireframe, c'est juste un sketch. C'est juste un exemple de ce qui est. C'est dans ce niveau de détail-là, on doit partir, en fait, lorsqu'on fait euh, le, le design système. Il y a un petit input ici. Désolé, je ne suis pas rapide, tu n'as pas ma souris avec moi. La plupart du temps, j'ai la souris quand je fais ce genre de choses. Voilà. Donc, ici, on va mettre chat. Ici, on va mettre, c'est un input, quoi. Ici, maintenant, attendez, je vais mettre quelque chose. J'ai fait quoi? J'avais activé les sous-titres, j'ai désactivé. Je vais essayer de bouger ça un petit peu en bas pour que je sois sur la même ligne. Mais ici, l'étape 2. Wireframe. Voilà. Donc, que disais-je? Il y a ça. Ici, il y a les groupes. Il y a une petite barre de recherche ici pour il y a un search ici. Voilà. Ici, maintenant, il y a le bloc qui représente, on va dire que c'est ça, les contacts, quoi. Voilà. Ah, merde. Bon, on va dire que c'est ça, le contact. Il y a un search ici. Il y a quelque part où il y a la photo de profil de l'utilisateur, plutôt les informations concernant l'utilisateur. Voilà. Ouh, voilà, ce genre de choses. Tac. Ici, il y a le nom. Voilà. Maintenant, ici, il y a un gros truc. Où c'est ici maintenant, il y a le chat, le vrai chat. J'essaye de me dépêcher, qu'on aille à l'essentiel. Dans ce gros chat-là, il y a ici, en fait, des réponses. Des réponses. Voilà. J'essaie de dupliquer. Mettre ça en bas ici. Dupliquer encore.
et bouger. Voilà. Maintenant, vous allez me poser la question peut-être de savoir pourquoi en fait je fais un wireframe. Parfait. Où est l'intérêt de faire un wireframe alors que je suis développeur front-end, je suis pas designer? En fait, quand on fait le wireframe, on a plus la facilité d'extraire du wireframe les différents modèles, les différents, oui, c'est ça, les modèles, le data Component. type, non, pas, on n'est même pas encore au niveau des Ah, ok. composants, on est au niveau de de la structure de données même. Je vais vous donner un exemple simple, parce que là, c'est même la prochaine étape, c'est en fait l'étape qui consiste à faire le state management. Ouais, c'est ça, on va dire le state management. 3, state management. Dans le state management, il y a deux parties. Management. Dans le state management, il y a deux parties. Il y a le state variable, il y a les state variables et les state transition. On va faire ça un à un pour qu'on comprenne tous. Donc, il y a le state variable. State variable, là, c'est juste, en fait, quelles sont les variables qu'on va utiliser. C'est assez simple. Et en fait, si tu n'as pas le wireframe devant toi, ça va être très, très compliqué pour toi mais ça va pas être compliqué. Ça va pas être très compliqué, mais c'est plus simple quand tu as le wireframe. Ici, par exemple, on sait que ici, il y a. Elle écrit son nom que je Donc, en fait, ici, par exemple, on sait qu'il y a. C'est pas que je vous ai donné le lien, c'est pas grave. Je vais le ça bientôt. Donc, c'est parce que. Je disais quoi? Ici, par exemple, on sait qu'il y a en fait un input. Donc, type something. Par exemple, on sait qu'il y a un input. Cet input-là, il sera forcément dans une variable. Donc, la variable, on sait que la variable doit exister. On va appeler ça peut-être user message, quelque chose comme ça. Voilà. Et on peut en même temps mettre le type. Le type, c'est string. On sait ça. On le sait. Donc, après ça, mais Jacob, d'accord, je vais supprimer. Je me fatigue. Oh, wow. Donc, je disais quoi? Au niveau des variables, on a le user message. Ouais. J'essaie de me dépêcher. Donc, on a le user message et on sait qu'on a cette variable-là. Maintenant, on a encore un autre truc au niveau des state management, des state transition, pardon. Cette transition, c'est en fait, qu'est-ce qui va venir modifier tout ce qui a rapport avec les state variables, state transition. Voilà. En termes de state transition, là, par exemple, comment il y a le user message, pardon, on sait qu'il y aura forcément user interaction qui va venir modifier le user message. On sait ça. En termes d'autres variables, il y a en fait la variable qui concerne tous les messages. On va dire ça comme ça. On va appeler ça, je sais pas, conversation, conversation objects, quelque chose comme ça. Les noms que je mets ici, là, c'est pas forcément les noms qu'on va mettre lorsqu'on va vouloir implémenter. C'est juste des noms pour que tout le monde comprenne. Voilà. Et ce truc-là, on connaît aussi son type, à peu près. Son type, ça va être en fait, bon, je vais écrire ça, reply. Ça va être un tableau de reply. Pourquoi reply? Parce que, en fait, au niveau de la base de données, ce qui se passe, c'est que chaque message, là, en fait, là, il n'y a pas vraiment de notion de message, de qui a envoyé, qui a reçu. En termes de colonne de la base de données, c'est juste des messages. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça reply, parce que ceci-là, c'est une réponse, et ceci aussi, c'est une réponse. Mais c'est juste que cette réponse-là, c'est moi qui ai envoyé ça, et cette réponse-là, c'est quelqu'un d'autre qui m'a envoyé ça. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, en fait, tout ce qui est ici, c'est juste un tableau de reply, et on affiche ça, on met ça dans une position selon qui a envoyé, tout simplement. Donc, je peux directement mettre à côté ici le type de reply. Donc, on va créer un type reply. Ouais, comme ça. M'arrêter ici, je me trompe. Il y a forcément un ID.
string, il y a forcément un timestamp. Sinon, ça, on peut pas ordonner. En fait, même au niveau du timestamp, là, si tu, comment je vais dire ça? Si tu ne penses pas à ça, tu vas pas forcément mettre, mais avec WhatsApp Web, par exemple, tu peux envoyer un message avec ton téléphone et en même temps envoyer un message avec ton ordinateur. Donc, si tu n'as pas un truc pour vraiment identifier de façon, on va dire, j'ai pas envie de dire unique, sinon ça va sembler que c'est l'ID, mais de façon temporelle. Si tu n'as pas une façon d'identifier quel message vient avant quel message, ça va être très compliqué. Et c'est à cause de ça que le timestamp est important. Vous ne parlez pas, hein. Je ne sais pas si vous me suivez. Vous me suivez. D'accord, vous me suivez. Yes, EduTech, tu peux. Et il y a par exemple une problématique par rapport à WhatsApp. Yes. Quand tu envoies un message, tu peux envoyer un message et le message ne part pas en même temps. Et tu cliques après pour renvoyer le message. Généralement, dans ce genre de cas, par exemple, au niveau de l'envoyeur, toi, tu vois la date où tu as envoyé le message premièrement. Mais si tu regardes généralement chez celui qui a reçu, c'est la date où le message a été effectivement reçu que lui voit. Mais ça, par exemple, est-ce que ce genre de truc, on peut prendre ça en compte? Est-ce que c'est bon de gérer ça comme ça ou bien est-ce que ce ne serait pas mieux d'harmoniser les dates aux deux niveaux, par exemple? C'est une très bonne question. En fait, avec WhatsApp, ce qui se passe au niveau du mobile, c'est que les messages sont stockés localement sur le téléphone. Avec WhatsApp Web, ce qu'on veut, c'est que, en fait, tu puisses avoir accès à tes messages partout. Donc, eux, ils ne stockent pas, en fait, les messages. Pardon, excusez-moi. Ils ne stockent pas les messages localement. Ils ne stockent pas ça du tout localement. Du coup, ce qui fait que, en fait, quand tu es avec ton application mobile, dès que tu envoies le message, lui, il met le timestamp auquel il a envoyé ça. Donc, c'est ce timestamp-là qui s'affiche, en fait. Genre, sent at. Et c'est cette heure-là qui s'affiche sur le message. Maintenant, lorsqu'il envoie le truc au serveur, moi, je ne suis pas développeur WhatsApp, mais je suppose qu'au niveau du serveur, c'est au moment où le serveur a reçu la requête qu'il met le timestamp vraiment, vraiment, vraiment. Je ne sais pas si c'est clair chez vous. Il met le timestamp à ce moment-là, de sorte que au niveau de WhatsApp Web, ça s'ordonne correctement. Parce que tout le monde a déjà ce problème-là, je pense, c'est que je suppose que j'ai envoyé un message hors connexion. Donc, il est 10 heures, j'ai envoyé un message hors connexion. Et c'est à midi. Pardon? Non, continue. Et donc, c'est à midi que le message est envoyé. Sur mon téléphone, quand je vais voir que si en temps, mon destinateur m'avait envoyé un message, ce ne sera pas bien ordonné. On va voir mon message de 10 heures là, peut-être avant le message que la personne m'a envoyé à 9 heures quand je n'avais pas de connexion. Mais au niveau de WhatsApp Web, lorsque les informations vont venir, tout sera bien ordonné. Et c'est justement pour bien ordonner ça qu'on a besoin du timestamp. Sinon, si on se fie juste à create it at ou bien send at, ça ne sera pas bien ordonné. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ouais, ou à peu près. Mais le problème, c'est que tu vois, là maintenant, supposons que, tu vois, moi par exemple, c'était hier ou bien aujourd'hui. Non, c'était hier. J'ai quitté quelque part. Donc, je savais que je n'avais pas la connexion pour ne pas oublier, au fait. OK? J'ai envoyé, au fait, un message. J'ai envoyé un message à quelqu'un. Mais quand tu rentres à la maison, le message, au fait, a été, enfin, la personne a reçu. Non, le message a été envoyé à l'heure à laquelle ma connexion était active parce que je n'avais pas la connexion du en fait. Mais je trouve que c'est le comportement normal. Là, parce que j'ai envoyé le message à midi, que la personne va recevoir que le message a été envoyé à midi parce que j'étais offline. Je n'ai pas pu, au fait, effectuer la requête de post pour, au fait, envoyer. En fait, j'en prends envoyer la requête, genre, pour contacter le serveur pour dire que voilà, j'envoie la requête à tel utilisateur, en fait. Mais la requête est restée là, je ne dirais pas en pending. Peut-être que c'est ça qui est intéressant avec WhatsApp. Il y a pas, quand tu lances une requête, genre, il n'y a pas de genre, ce qu'on voit souvent sur le site, là, ça crache, quelque chose comme ça.
C'est comme si stocker la requête quelque part en pending et après ça continue, quoi. C'est exactement ce qu'il fait. Mais en fait, là, c'est dans le cas de WhatsApp mobile. Nous, dans WhatsApp web, là, bon, la plupart du temps, quand c'est mal ordonné dans WhatsApp mobile, là, c'est bien ordonné dans WhatsApp web. Il suffit que tu recharges la page, quoi. La plupart du temps. J'ai levé la main. C'est juste pour Yes. dire que même WhatsApp web fait ce truc-là. C'est pas, en tout cas, moi, j'ai déjà eu des Ah cas bon. où c'était pas du tout ordonné. Pas web, la version installée. J'utilise Ah, pas la mais ça, je version parle web, pas de ça. j'utilise les versions installées, que ce soit sur Mac ou Windows. Donc, parfois, ça vient pas du tout dans le bon sens, même au niveau Ok. du truc-là. Je pense que ça dépend du moment où ça a été podcast. Donc, si En ça arrive What- de ce côté, Ce que WhatsApp moi, web, je me c'est complètement demande, différent de WhatsApp application. WhatsApp web, c'est vraiment complètement différent. WhatsApp application, ça stocke aussi en local. Oui. Et d'où? en fait, ce que je voulais demander aussi par rapport à ça, c'est que vu que c'est bien ordonné, parce que après l'envoi, quand ça va réellement, quand la connexion va revenir, que ça va réellement partir au niveau du serveur, ils ont l'information à ce moment-là. Pourquoi Yes. ne pas, par exemple, actualiser là au niveau de l'application mobile ou bien de trucs là? Pourquoi ne pas envoyer peut-être une requête après pour redonner les trucs là? Oui, c'est ce que j'ai expliqué en fait. WhatsApp mobile, là, ce n'est pas qu'il y a une requête, un get pour faire tous les messages. Hein. C'est ça que j'expliquais. C'est en local. Maintenant, il y a un truc de synchronisation où vous allez remarquer que à un moment, si c'est que tu as désinstallé et réinstallé l'application, tu avais des sauvegardes, à un moment, c'est bien ordonné. Il y a un moment où il synchronise avec le backend, mais le WhatsApp mobile, là, il ne va pas faire un get pour avoir tous les messages à tout moment, quoi. C'est ça le truc. WhatsApp Web fait ça. D'accord? WhatsApp Web fait ça. Même s'il cache aussi certaines données, mais WhatsApp Web fait ça. En fait, on est en train de divaguer là. On a qu'à se reconcentrer sur. Ouais, je pense que ce qu'on va faire, c'est que tu vas avancer un peu, puis Ouais. on va recevoir en fait les questions, puis Yes. on ne pourra pas tout finir, et puis on va faire une partie 2 pour continuer en fait. D'accord, ça ne me gêne pas. Donc, je disais quoi? Ici, Escalibro, yes. Il y a aussi maintenant comment je vais appeler ça? C'est le type de celui qui a, enfin, si c'est moi qui ai envoyé ou pas, je vais t'appeler ça type. Je vais juste reply avec type, ça marche. Type. Et ça pourrait être Saint. Non, c'est pas très joli. C'est user. Merde. Je vais appeler ça user reply. C'est un énum, quoi. Ou sender reply. Ouais, c'est ça, sender reply. Non, c'est pas sender receiver. Je suis sûr que m'envoyer. Je pense bien, hein, si je ne me trompe pas. Laissez-moi réfléchir. User reply. Ouais, c'est ça. C'est ça. On peut aussi faire simple. On peut juste mettre sent. Yes, sent. Oh, receive. Receive, tout simplement. On va pas se casser la tête avec quelque chose. Il y a aussi la conv ID dont on a besoin. C'est l'ID de la conversation. Normalement, avec ça, on est bon au niveau du reply. Ce que j'explique aussi, c'est que ce que je suis en train de vous montrer là, c'est WhatsApp pourrait faire sûrement plus compliqué, mais je vous montre juste l'overview, quoi. Ici, par exemple, au niveau de content, il y a aussi un vrai challenge. Parce qu'au niveau de content, le content de WhatsApp, là, ce n'est pas du string, en fait. Ce n'est pas du tout c'est pas du texte, c'est du rich texte. Et vous allez remarquer que lorsque tu mets des trucs en gras, ça se met en gras, en italique, ça se met en italique, tu peux arrobaser des gens, tout ça là, c'est prévu. Donc, ce n'est pas juste
du string. Mais nous, dans notre présentation, on va juste parler de string parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Si on fait une partie 2, on peut peut-être deep dive into 10. Même, en fait, ici, là, au niveau de WhatsApp, je peux vous montrer ça. Au niveau de WhatsApp, ce n'est pas un input. Je peux vous montrer ça. Je vais rester dans la conversation de Kojanda, ne pas cliquer mes infos. Voilà. Si je... Ah, mais vous ne voyez pas tout mon écran. Vous voyez quand même ceci. Si je vais ici, vous avez vu que c'est un P qui est là. En fait, dans ce composant-là, à aucun moment, ils ont mis un input. Ce n'est que des divs. Et quand on commence à taper, ce truc-là, le truc qui clignote là, ce n'est pas un truc comment je vais expliquer? Ce n'est pas un truc d'un input, hein. C'est une div qui clignote manuellement, qu'on fait, avec du JavaScript, quoi. Ce n'est pas du tout un input ici. C'est pour ça qu'on peut faire des choses comme ça. C'est pour ça qu'on peut faire des arrobases et le arrobas se met directement dans le composant. Ils peuvent aussi utiliser text area. Vas-y, je dis carré. Ça m'a étonné quand tu m'as dit que c'est pas une div. Je peux comprendre que c'est un test arrière et que derrière, on traque en fait les events. Mais si c'est pas un input, comment on peut avoir un champ où on entre de la... Bah, c'est exactement ça. C'est exactement ce que tu viens de dire. Tu as juste un P où tu traques l'event. Où est-ce qu'il a cliqué lorsque le focus était sur le P? C'est pas clair? En fait, Non? d'accord que c'est un P. Mais comment est-ce Oui. que je peux entrer de la donnée dans un P? D'accord. Ah, bon, bref. Ça t'étonne. Je vais voir Google. Je vous disais que le truc était beaucoup. Même le chat de Google, là, Google Pro, le chat, là, c'est pas un input. Bon, là-bas, c'est un texte arrière, je crois. Je n'ai pas vérifié. Là-bas, je n'ai pas vérifié, honnêtement. Mais je sais que dans WhatsApp, c'est pas un input. Si je veux t'expliquer ce que tu dis, bah, si je prends le P, je dis que dès que je focus le P, il y a ce truc-là qui commence à clignoter. D'accord? Jusque-là, tout le monde est d'accord. Maintenant, je dis que tant que j'ai le focus sur le P, je mets un add event listener sur mon keyboard. Dès que je tape quelque chose, il ajoute ça, il met ceci dans un span à côté. Parce que ça, c'est un span. Attends, je le remets. Voilà. Ça, c'est un span. Il met le span à côté et en fait, à chaque fois que j'écris, si j'écris bonjour, il ajoute ça dans le span. Ça, c'est toujours un span où il ajoute mon texte, tout simplement. C'est bizarre, non? Voilà, c'est ce genre de choses que... En fait, eux, ils ont aussi leurs raisons pour lesquelles ils n'ont pas fait ça en input. Parce que s'il faut ça en input, ce genre de choses, par exemple, ce sera très compliqué à faire pour eux. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas un input, ce n'est pas parce que ce n'est pas un tag HTML sémantique qu'il n'y a pas l'accessibilité. Parce que tout ce que l'input fait là, leur composant là fait ça, et même correctement. Parce que quand j'écris du texte, si je quitte, voilà, le truc en rouge en bas là, ça fait ça correctement. Pour ça, c'est le navigateur qui fait ça. Mais il faut expliquer quand même au navigateur que c'est un champ cliquable, quoi. Alors que c'est un P, alors que c'est des divs, alors que c'est des spans. Donc, voilà, c'est ce genre de choses. Mais nous, on va juste rester dans le input d'abord. Parce que ce que je vais vous montrer, en fait, ce qui est intéressant ici, ce n'est pas forcément ceci. En fait, on peut faire un design système seulement sur cet input-là, l'input de WhatsApp. On peut faire un design système complet dessus. Mais ce n'est pas le but actuellement. Donc, je disais quoi? Que ici, il y avait le reply et que le type, c'était ça. Donc, c'est une flèche que je devais utiliser. C'est A, je crois. Yes. Et que c'est ça. Voilà. Maintenant, pardon. Sky ouvre nous. Voilà. Maintenant, en termes de state transition aussi, on a aussi la synchronisation avec le backend. Parce que le backend va nous envoyer les informations. Sync with backend. Data fetch. Fetch. That's simple.
backend va nous envoyer des informations qu'on va afficher. Maintenant, bon, il y a un agenda qui permet de le faire. Tu peux transformer un peu en... Oui, oui, effectivement. Effectivement. Est-ce qu'on pourra tout faire maintenant? Je ne sais pas. Parce qu'il reste encore beaucoup d'étapes. Parce que là, on est juste au niveau de l'architecture. On n'a pas encore fait le data model, on n'a pas encore fait l'API. Ouais, parce que je Donc, pense ce que je propose... Vas-y, ouais, vas-y. je pense qu'on tend vers 22 heures et tout. Ouais, c'est Déjà, chaud. le but de ce mythe, déjà, était de nous faire comprendre que, je ne vais pas me tromper cette fois-ci, on peut faire du design système en front-end. Voilà. Voilà, design système design. Je t'attendais. Non, il faut que j'aille au village pour qu'on puisse me laver la tête. Je comprends tellement les trucs. Donc, on peut faire, en fait, du système design en front-end. Yes. Donc, on va prendre, avant 22, avant 22, on va prendre quelques questions. Donc, je pense que tu as toute ta session qui est là. Donc, et tout. Yes. Donc, je pense que tu as aussi partagé ça avec nous, si le lien est tout valide. Donc, on va se programmer une nouvelle séance où chacun va essayer de... J'espère que le lien ne va pas expirer. Ça ne va pas inspirer tant que c'est là. Je vais juste envoyer maintenant et je vais sauvegarder ça aussi chez moi. Ok, d'accord. Bon, Ah, mais si j'envoie ça comme ça, les gens pourront modifier. Attends, je vais enlever en même temps. Je vais vous envoyer, je vais vous envoyer comment on appelle ça? Ceci. Voilà. Je vais juste exporter ça comme lien et là, vous aurez la version statique. C'est tout. Ok, d'accord. Là, c'est que on aura le temps aussi de réfléchir là-dessus pour que la conversation puisse être un peu plus dynamique. La prochaine fois, on dira un peu ce qu'on pense, qu'on a pu faire et tout. Ça nous fera aussi un peu d'exercice, je pense. Donc, quand on va te programmer pour la prochaine fois, tu vas continuer et tout. Donc, voilà. Donc, s'il y a des questions. Juste avant de passer aux questions, je vais juste faire un bref. Parce que ce que je voulais dire, en fait, je n'ai pas dit. Mais au niveau de WhatsApp, là, il y a un gros défi au niveau de l'affichage des données. Je donne un exemple simple. Dans WhatsApp, tu peux avoir, c'est même pas dans WhatsApp, dans Python Bénin seulement, là. Tu peux avoir 1000 messages en attente. Et en fait, il ne faut pas croire que ce qui se passe, c'est juste qu'on fetch les messages et qu'on les affiche. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. Il y a une pagination qui se fait, il y a une virtualisation qui se fait. La pagination, ça va prendre des bouts de messages. Enfin, ça va faire ça bloc par bloc. Et ça va afficher juste ce qui est visible dans le viewport. La virtualisation, c'est le principe en fait, qui dit que, en fait, plus tu as d'éléments dans ton HTML, plus ta page web est pompeuse en ressources. Donc, ce qui se passe, c'est que on garde les mêmes divs. En fait, lorsque on scrolle là, on a l'impression que c'est plusieurs divs qui sont, mais que c'est des divs différentes. Mais en fait, c'est les mêmes divs, mais on change juste les informations qui sont dedans. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si tu as un viewport de 800 pixels, par exemple, on va créer les divs là sur 800 pixels x 2, mais x 3, de sorte que dès que toi tu scrolles, tu ne sens pas vraiment la différence. Mais en réalité, c'est des modifications de DOM même. C'est pas que c'est plusieurs divs qui sont différents. Si vous regardez dans le code source, si vous avez 1000 messages dans une conversation, vous n'allez pas voir 1000 divs. Vous allez voir juste peut-être une vingtaine de divs. Et c'est les divs là qui changent en fait. Le contenu qui change, la taille qui change, ce genre de choses. Il y a beaucoup de calculs au niveau du viewport. Par exemple, si, je ne sais pas, sur les 1000 messages là, il y a un message qui prend, je ne sais pas, les longs messages de partage là. S'il y a un long message comme ça, on calcule aussi par rapport à ça pour réduire la page, enfin, le per size donné, quoi. Comment on dit ça? Le nombre de données par page lorsqu'on fait la pagination, ce genre de choses. Il y a beaucoup de calculs qui sont faits. Il y a aussi beaucoup de calculs. Il y a aussi un gros challenge en termes d'encryption de données. Parce que essayez de loguer une fois les requêtes de WhatsApp. Quand tu envoies un message, bon, au niveau de WhatsApp Web, tu peux un petit peu comprendre, mais ce sera un petit peu compliqué. Et dites-vous même que les messages qui sont ici, là, en réalité, ils stockent ça dans la machine.
dans un truc qu'on appelle IndexedDB. C'est une base de données indexée niveau front-end. Mais il stocke ça en encryptant ça. Donc, ça veut dire que même si tu vois la machine du type, tu ne peux pas avoir ces messages. Et ça, c'est fou. Même à ce niveau aussi, pour les contacts, il y a des gens qui ont 1000 contacts et ils conversent avec 1000 personnes à la fois. On n'affiche pas les 1000 contacts à la fois. On virtualise ça. Donc, il y a aussi la priorité, du rendu. Par exemple, si tu utilises React ou Vue, tu ne vas pas forcément voir ça parce qu'ils font ça déjà pour toi. Mais quand tu utilises un truc où c'est réactif, où les trucs doivent se re-rendre, si tu n'as même pas de priority queue quelque part pour dire que ceci-là doit se rendre avant ceci, puis rendre ceci, ça va être très compliqué pour toi. L'UX va être très moche. Par exemple, si en fait je suis dans ce input-là, ou bien cette div, comme on a vu tout à l'heure, quand je suis de ce composant-là, je suis en train d'écrire, la priorité doit être sur l'écriture, sur le re-rendu de ce composant-là, et pas sur le re-rendu des messages, en fait, des contacts ou le re-rendu de ce qu'il y a ici. La priorité doit être sur le re-rendu de ce qu'il y a ici. C'est dès que j'ai fini de taper ou bien dès que j'ai du temps du temps et de la ressource pour re-rendre le reste, que je re-rends le reste. Sinon, je mets la priorité sur ceci parce que c'est pas parce que j'ai un nouveau message que je vais arrêter d'écrire, quoi. Il y a aussi le côté accessibilité où, pardon, je parle un peu vite, le côté accessibilité où ce n'est pas juste, quand on dit accessibilité là, la plupart des gens mettent ça, enfin, regroupent juste tout ce qui est data attribut dedans. Il y a ça, c'est très important. Mais pour une application comme WhatsApp, si on veut se concentrer dessus, en réalité, les tags sémantiques là, suffisent pour faire l'accessibilité dont on parle là. Mais il n'y a pas que ça dans l'accessibilité. L'accessibilité, c'est aussi dans le fait que, par exemple, quand tu es dans ton input, tu veux partir à la ligne, tu peux faire ça avec un petit truc, avec un shift enter, tu peux partir à la ligne. Quand tu vas envoyer le message, tu envoies ça avec entrée, et tu n'es pas obligé de prendre ta souris, de partir sur le chat. Ce genre de choses-là, ça améliore en fait l'expérience utilisateur, ça fait partie de l'accessibilité. Il y a aussi beaucoup de, comment ça s'appelle? Comment on dit ça? Keyboard, shortcut, je ne sais pas comment ils sont en français. Raccourcis de clavier, voilà. Il y a aussi beaucoup de raccourcis de clavier dans WhatsApp qui font que, en fait, l'utilisation de WhatsApp est fluide. Et c'est ce genre de choses qui font que certains produits, par exemple, vont sur Product 1 et tu vas voir, ils sont tout premiers ou bien ils sont parmi les 5 premiers alors qu'ils ne font rien de fou. Et parce qu'ils poussent à fond, en fait, l'expérience utilisateur. Et c'est nous, en tant que front-end développeur, c'est ce sur quoi on doit s'axer, on doit se concentrer dessus. Et ça rejoint encore ce que je disais au début. C'est peut-être parce qu'on n'a pas des clients, bien des utilisateurs assez exigeants, qu'on est laxé sur ce genre de choses. Parce que si tu es dans un business où dès que ton appli est lente, tu perds de l'argent, crois-moi que tu vas pas perdre de l'argent, quoi. En fait, ton appli va pas être lente, quoi. Donc, je voulais juste dire ça. Parce que il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas vues, que j'aurais aimé qu'on voit. Mais c'est pas grave, il y aura une suite la prochaine fois. Même toute la partie non fonctionnelle, on n'a pas vu ça. Donc, on va faire ça après. Donc, je suis prêt à recevoir vos questions si vous en avez. Ok, merci Epundor pour cet aperçu. Donc, je ne sais pas s'il y a de petites questions ou bien de grandes questions pour ne pas discriminer les questions. Voilà, on va en prendre juste deux et on va conclure. Ok, il n'y en a pas. Donc, le slide, je ne sais pas si tu peux le partager avec moi ou bien le balancer dans le groupe. À toi de voir. J'ai cherché. En ligne directement. Ok, en ligne. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il n'y a pas vraiment D'éléments de temps. ouais, l'info majeure, c'était au fait radio. Donc, je pense que j'ai envoyé le lien dans les groupes et tout. Je pense, oui, je l'ai envoyé radio, le framework dont tu as parlé là. Donc, je pense que c'est Yes. l'essentiel. Donc, voilà. Ok, donc c'est le. Ok, tu envoies le lien.
c'est la présentation. J'ai aussi envoyé un site, en fait, qui est un site qui explique vraiment ce que c'est que le framework radio, là. Ouais, je pense que j'étais sur ce site tout à l'heure, mais bon, on peut toujours regarder. Ok. Le lien Scalidro, là, tu as envoyé le lien free, le lien en read only, là. Pardon? Envoie le lien en read only, s'il te plaît. Le lien Escalibro, non? Oui, Escalidro en read only, quoi. Qu'on peut pas modifier là, on peut Est-ce toujours que jeter. c'est possible? Je sais pas Bon, si si c'est possible. c'est pas grave, c'est pas grave. Non, en fait, ce que j'ai envoyé là, même s'il modifie, ça va pas modifier chez moi, quoi. Donc, ça Ah, va. ok, ok, d'accord. J'ai exporté ça. Voilà. C'est ça que tu as envoyé? J'ai envoyé ça dans. C'est ce que j'avais envoyé avant de. Je vais renvoyer du coup. À 21h54, c'est ce que j'ai envoyé. Ok, d'accord. Euh, hein. Ok, c'est bon. Bah, merci encore pour le call. Je pense que qu'on va, voilà, je pense qu'on va programmer une autre séance pour que tu puisses continuer sur ta lancée. Alors, les amis, c'était tout pour ce mythe. J'espère que vous l'avez apprécié. Maintenant, vous savez un peu la différence entre design system et système design. Voilà. Et ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. En fait, il faut juste comprendre que quand ça commence par design, là, c'est pour les designers. Quand ça commence par Ouais, système, c'est tout. C'est pour nous. Voilà. Voilà. Donc, on a fait le système design, c'est pas le design system. Voilà. Voilà. Ok, voilà. Merci à tous et on se dit à plus pour de nouveaux mythes. Merci.